Allez, on revient, si vous voulez bien, aux préoccupations les plus terrestres avec un parlementaire qui a pris la peine d'aller sur le front. Il est même le seul parlementaire français à s'être rendu en Ukraine. Mais en Ukraine, non, mais sur le front. Bonjour Philippe Folliot, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes sénateur du Tarn et donc vous étiez là-bas il y a quelques jours encore. Bienvenue. Vous êtes donc effectivement sénateur après longtemps avoir été député, présidente de l'Alliance centriste et membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. On va parler de tout ça, mais d'abord on va vivre avec vous ce périple. Vous avez atterri à Varsovie, vous avez pris, on va le voir ici, le fameux train, vous savez, avec du scotch pour les vitres en cas de bombardement. Vous êtes allé à l'aéroport d'Ostomel, puis dans un lieu de tenue secret à proximité, un atelier de réparation de blindés, et vous avez fini avec l'ambassadeur de France en Ukraine qu'on voit ici. Et il y a encore une semaine, vous étiez, on va avoir une petite carte, sur le front, ici à Kourakov, près de Donetsk, dans le Donbass. Racontez-nous tout. Écoutez, tout d'abord, l'élément important que je retiens, c'est cette soirée que j'ai passée avec des soldats ukrainiens. Là, à Kourakov. Tout à fait. Dans une datcha, alors pas la datcha au sens poutinien du terme, c'est-à-dire une villa luxueuse. Cette datcha, c'est une maisonnette crasseuse, sans eau, sans salle de bain, sans toilette, avec le confort. L'élément principal de confort, du reste, c'était un poêle à bois qui servait à faire la popote et à réchauffer un petit peu les lieux. Popote, vous aviez ramené du saucisson à propos. Oui, un saucisson de la Cône, voilà. Je le fais parce qu'habituellement, quand je me rendais auprès de nos soldats en OPEX, notamment du 8e RPIMA, le régiment de ma ville. Vous êtes allé au Tchad, au Mali, au Liban, au Kosovo, vous connaissez bien les zones de guerre. Et en Afghanistan. Et en Afghanistan, bien sûr, parce qu'il y a le 8e RPIMA de Castres, votre circonscription, qui était déployé en Afghanistan. Tout à fait. Donc vous connaissez bien. Tout à fait. Qu'est-ce que l'Ukraine a de particulier? Écoutez, tout d'abord, c'est ces échanges que l'on a eus avec ces soldats qui revenaient du front. Ils passent 10 jours dans les tranchées, au milieu du froid, de la boue, de la puanteur, des rats, avec les tirs incessants de l'artillerie russe, avec aussi toutes ces attaques, excusez-moi l'expression, de la chair à canon de l'infanterie russe qui avance. C'est adapté pour Wagner, la chair à canon. Il faut les repousser. Et puis ensuite, il faut essayer de tenir les positions. C'est dur pour eux. Et quand les personnes vous témoignent de ce qu'ils vivent, surtout que ce ne sont pas des militaires professionnels, c'était des civils, qui, il y a quelques mois encore, étaient dans une vie tout à fait normale. C'est particulièrement poignant. Parce qu'ils vous expliquent qu'ils vont gagner cette guerre. Ils ont le moral. Ils sont confiants. Mais par contre, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on les aide. Comment? Qu'on les aide au travers, d'une part, donc, de la livraison d'armes. Alors, on leur en livre déjà beaucoup. Nous sommes allés voir en action donc un canon César, donc qui était en phase de tir. Et je dois vous avouer qu'ils nous ont expliqué combien c'était important pour eux, face à la toute-puissance de feu de l'artillerie russe, d'avoir des moyens de pouvoir riposter, pour pouvoir préserver leur infanterie. Très concrètement, vous demandez à ce qu'Emmanuel Macron aille plus loin que la livraison des fameux 10 véhicules blindés AMX-10. Qu'est-ce que vous demandez concrètement à la France? Concrètement, deux choses. La première, c'est par rapport au César, d'assurer un flux logistique pour assurer un maintien en condition opérationnelle de ces canons, parce que, vu l'utilisation intensive, il y a une usure, et que par rapport à cela, il faut des pièces de rechange et des pièces détachées pour faire de telle sorte qu'ils puissent fonctionner. Ça, c'est le premier point. Ensuite, des munitions. Ça, c'est vous avec un César, là, en direct. Voilà. Là, on vous voit avec le fameux canon César dont on parle. Voilà. Des obus. Je crois que on vous voit là, c'est-à-dire, vous êtes où là? Là, je suis juste... Ah, ce sont des images que vous avez tournées, voilà. D'accord. Voilà. C'est vous qui avez vu ces soldats ukrainiens en train d'opérer avec leur César. Tout à fait. Et donc, et là, ils tirent. Je pense que c'est un élément important d'avoir des obus. Parce qu'aujourd'hui, les obus français ne représentent qu'un tiers des obus qu'ils tirent. Donc, ils sont obligés de prendre des obus, notamment américains, pour pouvoir faire face. Ensuite, l'autre point important, c'est des systèmes... Pardon, on manque d'obus. Il manque d'obus, donc vous voulez que la France en envoie plus, des obus. Des systèmes de radar, pour arriver à détecter, parce qu'avec notamment Thales, nous avons des entreprises... Mais on en a, et la semaine dernière, on a montré qu'on allait leur envoyer, justement. Voilà. Avec Céla Beaugrieux qui avait fait un reportage
dans le radar. Mais c'est un enjeu important. Et puis pour les AMX-10, nous avons prévu d'en envoyer 10 et d'en envoyer d'autres par la suite. Non, il faut en envoyer 40 tout de suite. 40. Parce que envoyer 10 blindés aujourd'hui, ça va leur engendrer des problématiques de soutien et de logistique qui feront qu'on leur créera plus de problèmes qu'autre chose. Tandis que d'avoir 40 blindés légers qui arrivent maintenant... Oui, on les a. On les a. Et est-ce qu'on ne déshabille pas Pierre pour l'offrir à Paul? Enfin, l'expression est mauvaise, mais est-ce qu'on a les moyens, l'armée, d'offrir ça à l'Ukraine? Je suis d'accord avec vous que peut-être pendant quelques temps et pendant quelques mois, ça va entraîner, avant que les nouveaux matériels que nous allons avoir à disposition de nos troupes arrivent, ça va entraîner quelques difficultés de préparation opérationnelle de nos forces blindées. Mais je crois qu'il me paraît essentiel de faire un effort maintenant, parce que demain, il sera trop tard. Et donc, dans ce cadre-là, ça n'est pas encore trop tard. Certains disent non, c'est pas trop tard. Non, au contraire même, au contraire. Mais je crois qu'il y a ce besoin d'accompagner les Ukrainiens aujourd'hui. Vous savez, on a une responsabilité collective, tous. Moi, le premier, c'est qu'après ce qui s'est passé en 2014, nous n'avons pas voulu voir la réalité des choses. C'est-à-dire, en fait, un État souverain, un État indépendant qui a été agressé par un autre État. Et nous avons laissé prospérer les choses. Mais Monsieur Folliot, vous auriez Joe Biden en face de vous, qui hésite, qui dit non aux avions, qui dit pas trop d'armes lourdes. Qu'est-ce que vous lui diriez? Il le sait tout ça. Moi, je lui dis qu'il aille écouter les soldats ukrainiens sur le terrain, qu'il aille écouter ces témoignages poignants. Vous savez, dans la section avec laquelle j'étais, ils étaient 30 au mois de mai. Ils ne sont plus que 8. Les autres sont blessés, prisonniers, disparus et pour certains d'entre eux morts. Alors c'est vrai, ce n'est pas un cadre représentatif de l'ensemble de l'infanterie ukrainienne, puisqu'ils étaient dans un secteur qui est un secteur, j'allais dire, particulièrement ciblé par les Russes. Claire. Mais c'est un élément particulièrement fort. Quand vous avez des personnes qui vous témoignent, les yeux dans les yeux, et dont elles savent que finalement, peut-être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ils ne seront peut-être plus là, comme c'est le cas pour un certain nombre de leurs camarades. Ça vous prend aux tripes. Vous savez, en fait, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-pères ou arrière-grands-pères ont vécu dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Mais des tranchées avec des drones. Et que par rapport à ça, bien sûr, avec quelques éléments et quelques évolutions sur un plan technologique, mais la réalité des tranchées, c'est la même. Elle n'a pas changé. Avec des rats aussi, vous parlez beaucoup des rats. Oui. Vous savez, un élément, il nous disait, avant d'aller se coucher, on est obligé de se laver soigneusement les doigts, parce que quand on dort, s'il y a des bouts de viande sur nos doigts, les rats viennent manger nos doigts. C'est ça, cette réalité. Ça grouille, il grouille. Tout à fait. Et je crois qu'il est essentiel et fondamental que nous prenions conscience du fait que quand ils se battent, vous savez, il n'y a pas de grand discours de leur part. Les témoignages que j'ai pu avoir, c'est pas dire ils ne se battent pas pour la liberté, ils ne se battent pas pour l'ordre international, ils se battent... Vous savez, le message que nous donnait et que me donnait un de ces combattants, c'était de dire, moi je me bats pour les femmes et les enfants qui sont derrière, en général, mais pour ma femme et mes enfants qui sont derrière en particulier. C'est ça la réalité des choses. On sent bien que vous êtes intimement passionné par la cause ukrainienne. Vous faites partie aussi du comité d'amitié France-Ukraine au Sénat. Il y en a un aussi à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, au début du conflit, il y avait des parlementaires qui étaient à la fois membres de l'amitié France-Ukraine et France-Russie. Concrètement, à quoi servent ces groupes et qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Ukraine? Écoutez, ces groupes permettent d'une part d'avoir un dialogue. Parce que si je me suis rendu sur place, alors c'est vrai, ce n'est pas dans le cadre du groupe France-Ukraine du Sénat, qu'anime du reste formidablement bien ma collègue sénatrice Nadia Solou. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est que quand j'y suis allé avec le président de la commission de la défense de la Rada et le vice-président de cette commission, qui est mon collègue et ami, donc qui est Horst Tcherniev, parce que nous sommes ensemble à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.
Et nous avons eu l'occasion d'échanger, de discuter à plusieurs reprises. Et c'est vrai que nous avons décidé, il y a Eor qui est en photo là, et là nous sommes à l'entrée de la province de l'oblast de Donetsk que revendiquent les Russes. Et ce que nous avons essayé de faire ensemble, c'est d'essayer d'avoir un message qui soit un message fort, symbolique par rapport à ça. Justement. Parce que c'est pas évident d'y aller. Dans les quelques secondes qui nous restent, en message fort et symbolique, merci de votre témoignage qui est très fort aujourd'hui. On a compris le problème des munitions, on a compris que vous vouliez plus de canons César et plus d'AMX. Est-ce que vous demandez aujourd'hui au président Macron d'envoyer des avions français en Ukraine? Il est clair que nous avons des Mirage 2000 et que par rapport à ces Mirage 2000, à un moment donné, il va falloir discuter avec les Ukrainiens. Il ne s'agit pas d'envoyer, vous savez, envoyer des avions. À la différence de... Oui ou non, excusez-moi, on a pas le temps. À la différence d'un char, un char comme un César, en quelques jours, vous pouvez le prendre en main. Oui. Un avion, il faut des semaines et des mois de formation. Ce n'est pas la même chose. Donc, oui, mais qu'il puisse y avoir... Il faut que des avions français volent dans le ciel ukrainien pour vous ou pas? Oui, non. Je pense que ce serait une bonne chose. Merci On a compris beaucoup. votre plaidoyer très convaincant. Parce que vous revenez du terrain et vous dites à Joe Biden, allez-y. C'est peu probable pour l'instant. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Monsieur Folliot, sénateur du Tarn.